Bonsoir, chers téléspectateurs, et bienvenue à votre émission hebdomadaire Al Sahel, sur Sahel. Depuis 1960, le pays aura ainsi connu 5 réformes du système éducatif qui sont des actes de politique linguistique. La place accordée au français, à l'arabe et aux langues nationales a été l'objet de toutes ces réformes. L'arabe, le français, le soninké, le pulaar, le wolof. Dans quelle langue doit-on enseigner nos enfants? Depuis les premières années de l'indépendance, cette question mine l'école mauritanienne. Le choix de la langue ou des langues d'enseignement a été à l'origine de plusieurs réformes de l'éducation nationale. Les réformes se sont impilées sans résoudre le problème. Les organismes internationaux comme le Forum économique mondial de l'UNESCO n'ont eu de cesse de tirer la sonnette d'alarme, classant la Mauritanie parmi les pays de la région le plus en retard en la matière. De 1979 à 1999, le comité militaire au pouvoir a choisi la division en créant 2 filières scolaires. Les enfants pouvaient s'inscrire soit dans la filière arabe, soit dans la filière bilingue, qui correspondait à un enseignement en langue française. Ainsi, la filière arabe était très majoritairement composée de hassanophones. La filière bilingue était, elle, très majoritairement composée de soninké, wolof et pulaar, ou peul. Ce système, dans pays 2 écoles, a fonctionné pendant 20 ans. Il a porté de sérieux coups à l'unité nationale, selon plusieurs observateurs. En 1999, retour à un système unifié, mettant fin aux anciennes filières arabes et bilingues. Depuis cette date, tous les enfants vont à la même école. Le compromis de la réforme de 1999, les matières littéraires, littérature, philosophie, histoire et géographie, instruction religieuse et instruction civique sont enseignées en arabe. Les matières scientifiques, sciences physiques, sciences naturelles et mathématiques sont enseignées en français. Quant aux langues nationales, le pulaar, le wolof et le soninké, ils ont été renvoyés par cette réforme dans un département de l'université de Nouakchott. La réforme de 1999 a mis fin à la fracture scolaire, mais elle n'a pas réglé la question de la baisse des niveaux. Elle a même, selon certains professionnels de l'éducation, accéléré cette baisse. Depuis cette réforme, dit un enseignant, les enfants ne sont plus arabophones ou francophones, ils sont médiocres. Quelles sont les raisons de l'échec des différentes réformes de l'éducation nationale dans notre pays, et particulièrement de celle de 1999, qui est encore en vigueur? Donc, pour répondre à ces questions, nous avons décidé d'entamer notre série de 3 débats sur l'école. Ce premier débat, chers téléspectateurs, portera sur les différentes réformes en général, mais plus particulièrement sur la dernière, celle de 1939. Suivront 2 émissions, c'est la situation des enseignements et la place de l'école privée. J'ai invité pour vous, mesdames et messieurs, pour faire le tour de la question, M. Sidi Oulboudida, secrétaire général des syndicats nationaux des enseignants secondaires. Bonsoir. Et M. Khan Hamidou. Khan Hamadi, désolé, Khan Hamadi, un ancien retraité de l'IGF, qui est l'Inspection générale de l'enseignement fondamental. L'Inspection générale de l'enseignement fondamental. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, donc, écoutez, je commence par vous, M. Khan. Donc, bien sûr, on a pensé vous donner... il est le temps de vous donner la parole pour faire part de votre expérience et de vos propositions en la matière. Donc, en retraçant l'historique ou l'histoire des réformes depuis l'indépendance, nous avons connu combien de réformes? Pourquoi initier une réforme? Quel regard portez-vous sur ces réformes? Merci. Je remercie Sahel TV de m'avoir donné l'opportunité d'apporter tant bien peu à l'éclairage de l'opinion, particulièrement aux jeunes générations qui n'ont pas eu la chance de vivre ces différentes réformes. Nous les avons vécues en tant qu'enseignants. Nous appliquions ce qui était conçu là-haut par nos supérieurs et nous les avons vécues en tant qu'acteurs, concepteurs de réformes. Je suis membre des rapporteurs généraux
d'une réforme qui malheureusement n'a pas vu le jour. Elle est morte dans l'œuf. Et la réforme de 99 que vous évoquez a trouvé au ministère justement en qualité d'inspecteur général de l'enseignement fondamental. Donc nous avions eu à l'époque, avec le ministre de l'Éducation, Maître Sraoul Marek, et d'autres collègues comme Tolba et d'autres. Nous avons connu combien de réformes depuis l'indépendance? Bon, il y a eu la réforme de 58 qui a introduit 2 heures d'arabe, celle de 73, celle de 79, celle de 86, celle de 99. Qui est en vigueur. Qui est en vigueur. Donc la première c'est de 66. La première de 58. Ah, 58. 58, pendant qu'on était encore colonisé. Déjà, cette réforme, elle était mauritanienne, parce qu'il y avait des cadres mauritaniens qui travaillaient bien sûr sous l'autorité d'inspecteurs d'académie français, mais elle a quand même déjà introduit 2 heures d'arabe par semaine. La réforme de 73 a introduit plus d'arabe dans le système. Mais pourquoi généralement on initie une réforme? Pourquoi réformer? Bon, la réforme, il y a toujours derrière une volonté politique de résoudre ou de répondre, de résoudre des problèmes visant la finalité de l'école, qui au-delà de lire, écrire et compter, il y a quand même que l'école, normalement à terme, est une promotion sociale. Le système mauritanien, dans une large mesure, visait quand même toujours à introduire plus de place pour la langue arabe, plus de place pour les fonctionnaires arabisants. Bon, celle de 73, qui, depuis 71, à travers les réunions du Parti du Peuple à l'époque, PPM, était la meilleure réforme, mais malheureusement la plus coûteuse. La meilleure pourquoi? En quoi? Là, je vais vous dire, elle était la plus coûteuse parce qu'au lieu de 6 ans à l'école primaire, on devait faire 7 ans. Une année entièrement arabisée. Mais c'est la seule qui a pu résoudre le problème de cadre bilingue. Tous les cadres issus de cette réforme sont la plupart des bons bilingues. Parce que très tôt, on a mis un système qui a bien ancré la langue arabe dès le départ. Et après, par parité, on a permis aux 2 langues, français et arabe, d'être des bons véhicules porteurs d'enseignement. Et cette réforme qui avait pensé à introduire l'enseignement pratique, tel que l'élevage, la pêche, ce volet de la réforme n'a pas été appliqué. Les politiciens l'avaient décidé, mais chacun ne voulait à l'époque mettre son fils dans une filière de pêche. D'élevage. Ou mettre son fils dans une filière d'élevage. Alors que c'était ça qui était réellement porteur, malheureusement, comme vous dites. Et on est passé à côté à faire de la littérature et des mathématiques. Voilà donc... bon, la réforme de 79, celle-là, elle a été décidée par les membres du CMSN et c'est la plus arbitraire parce que c'est sur la base d'un simple procès verbal de réunion du CMSN et la circulaire 04 du ministre de l'Éducation qui ont introduit cette réforme. Donc au plan juridique, elle n'a rien de juridique. Parce que ni un procès verbal, ni une circulaire de ministre n'a valeur à introduire une réforme. Et qu'elle visait quoi? Une volonté politique d'introduire les langues nationales.
Mais comme à l'époque, quelle langue d'enseignement, quelle langue unitaire, on n'a pas pu s'entendre sur ça. Ils ont trouvé un compromis dynamique de dire, bon, aux petits noirs, faites votre français parce que... Donc deux filières, quoi. C'est ça que vous voulez. Et ils ont séparé les petits Mauritaniens. Ça a été l'œuvre fondamentale de la division nationale. Parce que l'internat, qui était un facteur d'unité nationale, a été supprimé malheureusement. Donc on va y revenir bien sûr. Donc M. Sidi, vous pouvez nous parler un petit peu vite fait, parler des spectacles de ces réformes depuis l'indépendance bien sûr, et que vous, quel regard portez-vous sur ces réformes? Merci. En fait, pour un peu comprendre les différentes réformes, elles sont 5. On a eu 5 réformes depuis 1959 à 1999. Et pour comprendre jusqu'à 1979, les réformes qui ont précédé celles de 1979, il faut revenir au Xe siècle, quand on a eu les premiers enseignements en Mauritanie, les ribats, les écoles donc, coraniques qui se sont répandues dans tout le pays, dans tout le bled, disons, et qui ont été une arme très efficace contre la lutte contre la colonisation et l'arme principale de la colonisation qui était l'école coloniale. Donc ça a commencé en 1959 par la constitution du 22 mars 1959 quand cette constitution stipule que la langue arabe, la langue nationale et le français est la langue officielle. Ouais. Donc pour être en harmonie avec la constitution, le système éducatif devait suivre. Donc il y a eu une introduction de 4 heures au secondaire. Il y a eu une introduction de 4 heures d'arabe dans le système. Après, en 1967, il y a eu plus d'arabe, davantage d'arabe dans le système éducatif, et aussi en 1973. Bien qu'en 1973, il y a eu il y a d'autres décisions, comme le nombre de sections, comme le doyen vient de le dire. Mais jusqu'en 1979, la tendance était des décisions politiques qui continuent d'ajouter plus d'arabes, d'injecter plus d'heures d'arabe dans le système. En 1979, malgré ce qu'on peut reprocher à la réforme de 1979, il y a eu une volonté de faire la promotion des langues nationales. Le Wolof, le Soninké et malgré tout, cette réforme de 1979 était la seule qui a été expérimentée, parce qu'elle devait être expérimentée de 1979 à 1985. Il y a eu la création de l'Institut des langues nationales, l'ILN, et elle a été expérimentée dans beaucoup d'écoles, et les résultats étaient probants. Mais il y a eu le coup d'État de 1984 qui a donc mis fin qui a interrompu cette réforme. Oui, mais pour la première fois, il y a eu quand même cette option de filière en arabe et une filière en français. En fait, depuis 1973, mais qui a été accentuée en fait en 1979. Et donc plus cette place donnée aux langues nationales, qui devait être donnée aux langues nationales en 1985. Et donc jusqu'à 1985, jusqu'à 1999, cet institut fonctionnait. Il y avait des classes de Pulaar et il y avait des classes de Soninké, de Wolof. Et les enfants apprenaient dans leur langue maternelle. C'est une aberration d'enseigner les mathématiques ou les disciplines scientifiques dans une langue autre que sa langue maternelle à un enfant. Un enfant de 8 ans, 7 ans, lui enseigner. Mais c'était une très bonne. Ça facilitait les apprentissages. Ça veut dire que leur enseigner dans la langue nationale ne les empêche pas d'être performants dans les mathématiques, dans les oui, physique, absolument. Et donc, ils étaient beaucoup plus performants parce qu'il y avait cet handicap supplémentaire de la langue qui n'était pas là. Et donc, les résultats étaient beaucoup probants, beaucoup meilleurs. Jusqu'à 1999, cette réforme qui, c'est vrai, il y a une loi qu'il a initiée, mais elle n'a pas été expérimentée. Du jour au lendemain, on a fait une loi, on a décidé d'enseigner les disciplines scientifiques en français, maths, physique et sciences naturelles, et d'introduire l'enseignement de l'anglais. Donc un retour au bilinguisme. Il y a un retour c'est vrai que cette réforme de 1999
elle va résoudre un problème de division, en fait, de deux écoles. Elle va créer une école unie, d'un point de vue politique, de manière très active et non... des problèmes d'ordre politique et culturel, surtout. Absolument. Parce que pour unifier un peuple, il faut quand même envoyer les enfants à la même école. C'est la moindre des choses. Le résultat de cette réforme de 1939 est qu'aujourd'hui, la plupart, presque tous les Mauritaniens ont beaucoup de difficultés à apprendre les disciplines scientifiques. Bon, particulièrement les arabophones. Les non-arabophones ont, grâce à la réforme de 1919, toujours un membre de la famille qui éventuellement peut aider. Mais dans les familles arabophones, la question est beaucoup plus visible. Et donc, ils ont des difficultés à apprendre ces disciplines scientifiques. Aussi, aujourd'hui, on peut dire qu'on n'enseigne presque pas les disciplines littéraires aux enfants non arabophones. Parce qu'enseigner un arabe à un enfant qui n'a pas, on ne lui a pas enseigné l'arabe suffisamment pour pouvoir comprendre la littérature, la philosophie, l'histoire et la géographie, la religion, les institutions religieuses, les institutions civiques. Ça veut dire qu'il n'a pas de base. Il n'a pas de base en arabe qui peut lui permettre de... Oui, ils ont tellement de difficultés à apprendre cela, comme la plupart des Mauritaniens ont des difficultés à apprendre les disciplines scientifiques. Ok, monsieur Khan, en fait, pourquoi ce retour au bilinguisme en 99, cette réforme de 99? Bon, en vérité, la réforme de 99 tentait d'optimaliser les ressources humaines. Un. De deux, ça permettait aussi de mettre les Mauritaniens dans le même moule. Mais ça veut dire que c'est des problèmes politiques. C'est difficile à appliquer. Comme il vient de l'évoquer, au départ, on démarre avec des compétences linguistiques dans une langue qui est un véhicule d'enseignement, et brutalement, on demande à l'enfant de changer de véhicule. Vous passez de l'arabe au français, ce transfert de compétences linguistiques, tout le problème est là. Ça veut dire que pédagogiquement, ce n'est pas facile d'imposer deux langues principales d'enseignement en enfant. Pédagogiquement, c'est difficile à jouer. Donc là, c'est un problème de cette réforme. C'est un problème de cette réforme. Ça veut dire qu'on impose deux langues principales d'enseignement en enfant. Il apprend en français. Deux véhicules d'enseignement, arabe qui est un véhicule qui est porteur d'enseignement, français qui est porteur d'enseignement, le transfert de compétences de l'arabe au français est extrêmement difficile. Et de l'autre côté aussi, le transfert de compétences du français à l'arabe. Mais tout ça, c'est idéologiser un petit peu le problème qui ne devait pas l'être. Parce que c'est toujours un problème politique, c'est un problème de langue. Le souci de ce qu'il avait conçu, tout ça, c'est dû au fait. C'est dû au fait qu'en Mauritanie, depuis Mokhtar, il n'y a pas une loi d'orientation. Il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi d'orientation du système éducatif. Or, un pédagogue n'est pas un politicien. L'aspect politique de la question n'a pas été réglé. On ne peut pas demander à des gens chargés de réformes, qui ne sont que des cadres de l'éducation, de se mettre en lieu et place des députés. Il faut que ce soit très clair dans l'esprit de tout un chacun et qu'on se mette ensemble, que nous nous mettions d'accord sur les questions de langue. Ça doit se régler au niveau des politiciens ou au niveau de l'Assemblée. Et tant que ce n'est pas réglé, ce n'est pas jouable pour ceux qui ont à charge la conception de réforme. La dernière... Ça veut dire enseigner d'abord les enfants dans leur langue nationale? Non, ça veut dire d'abord, ceux qui ont en charge de diriger ce pays, ils doivent proposer aux députés un projet de loi d'orientation du système éducatif. C'est cet aspect d'abord qu'il faut régler. Et quand les députés qui représentent le peuple sont d'accord sur un système et sur une loi, et c'est cette loi qui fera valeur du système éducatif. On ne demande pas à un président
d'une commission de réforme ou d'états généraux de se substituer en lieu et place de législateurs. Et depuis, la dernière loi, elle date depuis du régime de Mokhtar Ould-Daddah. Tout le reste, CMSN, tout ça, là, c'est un simple procès verbal de réunion des militaires, sanctionné par une circulaire d'un ministre de l'Éducation. Donc, est-ce que vous pensez que le choix de l'enseignement des matières dites littéraires en arabe et les matières scientifiques en français est pertinent? Il est pertinent au niveau de certaines disciplines. Au niveau d'autres disciplines, ce n'est pas pertinent. Tu demandes à un enfant de faire géographie en arabe. Géographie n'est pas une discipline littéraire, c'est une discipline scientifique. Tu prends un enfant qui faisait arabe, l'arabe est porteur de sciences, pourquoi on veut qu'il change en français? Pourquoi ne pas continuer en arabe? Il a commencé en arabe. L'arabe qui est une vieille langue de civilisation, pourquoi lui changer l'arabe? Ça veut dire qu'il faut bien assimiler sa langue maternelle. Il faut bien que les prérequis linguistiques... Mais il faut une formation de base correcte. Que les prérequis linguistiques puissent supporter les disciplines. Qui commencent en arabe jusqu'à CE2 ou CM1 ou 2, on te dit de changer de langue et d'apprendre en français. Donc apprendre deux langues comme langue, imposer deux langues à un enfant, pédagogiquement n'est pas possible. Il faut voir ce qui est possible et savoir ce qu'on veut. Carrément, on fait un système carrément où on décide que c'est telle langue qui va être la langue d'enseignement et carrément on met un système consistant dans une langue. On ne peut pas faire deux langues. Puis apprendre les autres langues après. On fait les filières arabes, filières français, et on sort un bon cadre francisant ou un bon cadre arabisant. Donc, vous pensez aussi... Les deux, c'est pas jouable. Vous pensez à la même chose que ça veut dire imposer deux langues principales d'enseignement à un enfant, mais pédagogiquement pas vraiment possible ou difficile? En fait, je ne sais pas, mais je sais que cette histoire de langue, c'est... Même si c'est un problème politique. Idéologique, c'est un problème politique. Mais c'est la question. Il ne devrait pas l'être. C'est la question culturelle en Mauritanie, justement, dans toute son ampleur. Et avant qu'on n'arrive pas à trouver une solution à la question culturelle en Mauritanie, nous aurons toujours des problèmes. Les États oui, c'est généraux... pour mettre fin à des conflits, c'est pour unifier le peuple, c'est pour les États faciliter les échanges, transférer des savoir-faire. Les États généraux organisés en 2012 ont esquivé malheureusement ce problème de langue. Et ils ont cherché à aller vers des conclusions très intéressantes, mais ils ont esquivé l'essentiel. Donc là, nous sommes... Maintenant, nous devons faire un choix. Justement. Nous devons faire un choix. Là, cette réforme de 99 qui est en vigueur aujourd'hui, elle impose deux langues principales aux enfants. Donc comment faire? Au moins, ils sont à la même école, ce qui est déjà pas mal. Mais c'est que nous devons faire un choix. Nous devons choisir soit un enseignement en arabe, un poulard, un wolof, un soninké, mettant l'accent sur l'une des langues nationales. Et ça demande tout simplement d'organiser des états généraux. Oui, ça n'empêche pas les enfants d'être performants après dans les autres langues. Au contraire, en français, et mettre le focus sur le français dès le début et aller... c'est un choix qu'il faut faire. C'est un choix que nous devons nous réunir en tant que Mauritaniens, ensemble, autour d'une table, et décider ce que nous voulons enseigner à nos enfants. Quelle langue, quel contenu, comment, qui, quoi. Et ça, c'est inévitable. Je sais que c'est difficile, c'est pas très facile à réaliser, mais c'est obligatoire, c'est un passage obligé. Je vais vous dire, j'ai présidé les travaux de l'évaluation, j'ai présidé l'évaluation des travaux de l'Institut des langues nationales. La plus grande surprise que nous avons eue, c'est que les petits mots qui apprenaient le poulard avaient le meilleur score. En termes de moyenne, ils avaient les meilleures moyennes. Et ça, nous les avons trouvés à l'école 5 de Nouakchott. Celui qui avait la plus basse note avait 16 sur 20 en poulard. Et ils ont tellement aimé que leur score était meilleur par rapport aux petits poulards qui apprenaient leur matériel. Ça a été vraiment une surprise, une révélation pour nous autres évaluateurs. Et je vous dis également que ceux qui étaient admis
dans les langues nationales qui ont continué leur études supérieures, ils étaient les meilleurs à l'université. Ils sont passés au bac haut la main. Et surtout, comme il le disait tout à l'heure, en mathématiques. Quand le ministre de l'Éducation nous a appelés, le directeur de l'enseignement et moi, au mois d'avril, il nous a donné une colle. Il nous dit, bon, les décideurs nous disent que les langues nationales ne vont plus au lycée. Alors que les enfants ont débuté dans les langues nationales dans la perspective de continuer jusqu'au secondaire. Quand il y a eu coup d'État, on a dit plus question de langue nationale au secondaire. Et c'était au mois d'avril. Il nous dit qu'est-ce qu'il faut faire. On lui a dit c'est simple. Il y a au moins que les mathématiques ne sont pas tellement porteurs de langue. Et comme les maths sont notées à 60 sur 180 points, il y a déjà le tiers de la note. Et celui qui avait 80 ou 90 avait son certificat et il pouvait aller au collège. Donc, on a dit au moins les mathématiques, on les met en langue nationale. Maintenant, le reste, c'était au choix. Soit filière arabe, s'il veut continuer ses études en arabe, ou filière française, s'il veut continuer ses études en français. Voilà comment on a au moins réduit le... D'accord. Donc, il y a une autre question qui se pose, parce qu'après l'adoption de cette réforme de 1999, bien sûr, qui est en vigueur, je rappelle, les professeurs qui enseignent les matières scientifiques en arabe ont été recyclés à coup de séminaires. On les recycle en francophone. Ce recyclage a-t-il réussi vraiment? Des formations accélérées, absolument même pas. réduites à 5 jours des fois? Absolument pas. Absolument pas. Aujourd'hui, il n'y a pas en fait de recyclage sérieux. Parce que ce dont ils ont besoin, c'est des enseignements de langue, c'est des cours de langue. Donc on a des enseignants qui ne maîtrisent pas leur langue du tout d'enseignement. Absolument. Nous avons des enseignants qui enseignent en français alors qu'ils ne maîtrisent pas leur ils ne connaissent pas le contenu de leur... Il y a beaucoup qui refusent d'accepter d'être la risée des enfants. Parce qu'ils refusent d'enseigner en français, ils sont là à... Ils refusent carrément. Absolument. Ils ne peuvent sont pas. Incapables. Ils sont incapables et refusent les enfants sont meilleurs qu'en français, donc ils ont un niveau meilleur qu'en français et ils ne veulent pas Donc en fait, tous ces stages, ces formations, tout ça, c'est juste absolument, justifier des dépenses inutiles. C'est l'impression que j'ai. Et vous pensez à quoi par rapport à cette question? Écoutez, moi, j'ai quitté en 2003. Aujourd'hui, on a des professeurs, si vous avez... J'ai vécu ça en Algérie. J'étais en 85 avec d'autres collègues de Ouahi notamment, voir le système algérien. Quand il s'est agi de Taarib en Algérie, des vieux arabisants, des vieux francisants algériens ont eu de la peine à devenir des arabisants. Surtout pour enseigner. Et ce n'était pas possible. Les jeunes professeurs, c'était plus souple. Eux, rapidement, ils ont pu passer de l'arabe au français. Donc aujourd'hui en Mauritanie, je comprends, c'est clair parce que c'est plus difficile. Mais aujourd'hui, on a des enseignants là qui vous disent qu'ils ne maîtrisent pas leur langue d'enseignement et donc ils ne connaissent pas le contenu de ce qu'ils enseignent. C'est quand même bizarre. Écoutez, il faut bien réfléchir en matière de conception de réforme. Il faut réfléchir sur l'ensemble des éléments qui sont inclus dans une réforme. Donc vous pensez que le recyclage, c'est impossible? Non, le recyclage est bien possible, et bien normal d'ailleurs. Ça fait partie d'une mission d'un conseiller pédagogique. Mais recycler, quand on a été formé, on peut apprendre. Mais quand on ne maîtrise pas la langue du tout d'enseignement, ça quand même pose un problème. Un enseignant... Vous demandez à un professeur d'arabe qui ne maîtrise pas la langue française d'enseigner les mathématiques, les sciences en français. Ça dépend de quel professeur d'arabe. Un professeur d'arabe issu de Mahadra, c'est beaucoup plus difficile qu'un professeur d'arabe issu du système général. Oui, mais le système de 79, nous, on en sait quelque chose. Je parle en connaissance de cause. C'est pareil que la Mahadra par rapport à la langue française. Non, pas c'est presque la même chose. Non, c'est pas la même chose. Celui qui est issu de la Mahadra,
il y a des disciplines de Mahadra. Alors que celui qui est issu du système général, il n'a pas voulu. Mais le système général, depuis l'école primaire... Non, mais ceci dit, vous dites qu'il y a même qu'il existe des professeurs qui refusent carrément d'enseigner en français parce qu'ils ne veulent pas être la risée des enfants. C'est normal, c'est normal. Alors, Quand il sait que tu n'es pas compétent à aller enseigner... C'est des bons profs de maths, mais ils sont nuls en français, donc ils ne peuvent pas enseigner en français. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ça la question. Écoutez, enseigner, c'est pas seulement... la langue, c'est bien, mais enseigner aussi, il y a d'autres techniques qui entrent en ligne de compte qui ne sont pas forcément que la langue. Il y a d'autres... Donc comment faire par rapport à ce qu'il faut faire, c'est donner une année de langue à ces professeurs. C'est des professeurs très compétents qui maîtrisent la matière scientifique, le contenu scientifique. Justement. Seulement, la langue véhicule... Vous savez, garder qui va les former, même s'il n'y a pas de francophones garder un enseignant... Qui va les former même. Garder un enseignant pour un an aller se former, c'est un manque à gagner aussi. Ben oui, mais on fait quoi? Parce que s'il n'y a pas suffisamment de personnel, le personnel que vous mettez à l'ENS pour aller se former, ça va encore accentuer... Non, mais même former par qui? Qui va les former? Qui forme les formateurs? Parce que ça, c'est pas un problème. Si nous sommes incompétents. Si c'est l'ENS, ce n'est pas un problème. Il y a suffisamment de professeurs bilingues. Vous pensez qu'il y a suffisamment de formateurs? Non, il y a bien des compétences en français, des professeurs, des enseignants, des inspecteurs qui peuvent donner ces enseignements. Quand on a des retards matériels, des financements insuffisants, situation précaire des enseignants... S'il y a la volonté politique de l'État, ça se règle tout ça. Mais la reconversion linguistique de certains enseignants est impossible, presque impossible. Non, on ne peut pas dire que c'est impossible. Disons qu'il y a ce qui est jouable, il y a ce qui n'est pas jouable. Un jeune professeur... Ça retarde le programme. Un jeune professeur issu d'un système public général... Mais dans le système... N'oubliez pas, ici, dans le système de la réforme de 119, ça veut dire en arabisant, ou ce qu'on appelle arabisant, arabophone. Bilingue. Ça veut dire, non, il n'est pas bilingue. Et il devrait être bilingue. Oui, censé être bilingue, mais il ne l'est pas. Il a été enseigné en arabe, il a été formé à l'École nationale à l'UNES en arabe. On a bien un ministre de l'Éducation, Mohamed Baba, qui disait un bilingue, c'est celui qui ne connaît ni l'arabe ni le français. Donc pour vous, pour cette question, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi? C'est quand même une question qui se pose carrément. Envers les professeurs? Oui, envers les enseignants. Envers les enseignants, ce qui a été fait, c'est des petits recyclages de quelques jours. Oui, des stages éclairs. Des stages éclairs qui ne suffisent pas donc à donner des compétences linguistiques suffisantes pour que le professeur ou l'enseignant puisse véhiculer le contenu scientifique. Donc il faut tout simplement lui donner une allée de langue sérieuse, quitte à l'envoyer à l'étranger. Ce qu'il faut faire, c'est de concevoir une réforme qui nous fait échapper de tous ces problèmes. Et c'est un professeur ou un enseignant que nous allons gagner. Justement, très compétent. Et ce qui manque, c'est simplement son niveau de langue. D'ailleurs, pour être formé dans toutes les écoles du monde, dans tous les pays du monde, alors, bien une ou deux années allons carrément à une réforme qui nous fait éviter tout ça. S'il y avait une clé de réforme à activer, quelle serait-elle? On n'a pas la prétention ou l'ambition. Non, mais justement, il faut... la clé magique ici. Mais ce n'est pas une clé magique, mais vous êtes quand même... Vous avez une expérience, vous avez vos propositions. En tout cas, aujourd'hui, rien que par rapport à ces deux questions qu'on a soulevées. Il faut d'abord régler la question de la loi d'orientation. Okay. Il n'y a aucun pays au monde où la loi d'orientation du système éducatif n'est clarifiée. Quand ça là est réglé, si la finalité est réglée, on le traduit en objectifs généraux et ensuite en objectifs de classe. Parce que ça là, ce dont nous parlons, c'est des objectifs de classe. C'est simple pour les techniciens. Mais si ce n'est pas balisé de manière politique, de manière claire, c'est là où il y a tous les problèmes. C'est parce que je pense qu'on n'a même pas d'objectif. On fait ça juste pour régler un petit conflit culturel ou linguistique. On a bien des objectifs, mais c'est des objectifs ponctuels. On est acculé par des problèmes politiques de rue, de politiciens. On essaie de répondre à ça de manière ponctuelle. Donc, M. Sidi, par rapport à ces deux... Allez-y. Or, nous avons des problèmes beaucoup plus cruciaux. La question des langues, elle est cruciale. Il faut la régler, il faut oser l'affronter, il faut créer tout ce que ça nécessite comme débat. Ce n'est pas seulement au niveau d'ailleurs des députés. Il faut élargir l'éventail et en faire un débat. Carrément, pendant
Ouais, 3 mois, pendant 6 mois, donner le pendant temps, un faut an, donner le temps au temps, et que faut les donner. gens s'entendent carrément sur la question des langues nationales. C'est clair. Parce que Donc, nous n'avons pas que... Il faut enseigner aussi dans les langues nationales. Ça, c'est on va obligatoire. y revenir. Mais voir quelle langue qui va être réellement la langue De l'enseignement. d'unification ou la langue scientifique, ça là, c'est là où en général on ne s'entend pas. Donc en fait, par rapport à cette question, M. Sidi, vous pensez que, d'ailleurs, quelle clé activer, quoi? Comment faire? Ce qu'il faut activer, c'est les langues nationales, c'est les langues locales. Parce que justement, j'allais vous poser la question pour reprendre l'expérience de l'enseignement des langues nationales. Est-ce qu'on doit reprendre cette expérience pour l'Arsenic et Wolof, au fondamental, bien sûr? Vous pensez que c'est faisable? Le faible de la réforme de 79, le faible de la réforme de 79, c'est qu'elle n'a pas été suffisamment concertée. Comme il dit, c'était une décision du CMSN. Justement, donc il y a un problème organique. Il faut qu'elle soit concertée, que les Mauritaniens soient tous unanimes sur un plan d'action, sur une loi d'orientation, sur une charte, Un objectif. sur une charte qu'aucun politique ne pourra changer et qui va nous dire ce que nous voulons enseigner à nos enfants. Mettant l'accent de préférence sur les langues locales, l'arabe, le wolof, le pulaar et le soninké, parce que c'est des difficultés supplémentaires qu'on doit éviter. Et bien sûr, donner des enseignements très renforcés, des langues d'ouverture, de français et d'anglais comme langue d'ouverture, pour que l'on puisse aller dans les universités du monde, pour qu'on puisse continuer des recherches et des études, donner des enseignements très nourris en langue d'ouverture. En priorité français et en anglais aussi. Anglais ou oui. Une langue internationale. Oui. Donc en fait, vous êtes pour comment, en fait, vous pensez qu'on peut reprendre l'expérience de l'enseignement de langue nationale au fondamental? Vous savez, cette expérience d'ailleurs que... l'Institut de langue nationale mauritanien était l'outil le plus performant dans la sous-région. On était allé à un niveau de recherche scientifique, à un niveau de conception, de didactique, d'outils didactiques top. On était, si on n'avait pas éteint cet outil, à terme, si on avait laissé ces enfants arriver à composer en langue nationale, c'est en ce moment qu'on se serait rendu de la performance de cet outil. Or, sous une pression qu'on oui, c'est la politique. connaît, encore des idéologies à la con. On a supprimé cet outil en laissant croire qu'on va étudier ces langues au niveau de l'université, ce qui a été en l'heure. Moi qui te parle, j'ai été chargé depuis Bogué jusqu'à Selibabi d'aller expliquer que c'est vrai, l'Institut a été supprimé, mais on va aller étudier les langues nationales à l'université. On a transféré tout le personnel, c'est devenu un outil mort. Même le département de langue, tu verras même pas, tu verras rarement un étudiant... Il y a la faculté de lettres et des enseignements, il n'y a pas de département de langue nationale? Et celui qui veut faire une recherche sur les langues, qui va enseigner? L'apprentissage, je dis, non. Je connais mal le système universitaire, je ne veux pas ici me mettre à dire des bêtises, mais l'impact de ça, on avait même dit qu'un administrateur mauritanien, qui va être préfet, gouverneur, arrondissement, qui allait servir dans un milieu qui devait être locuteur de la langue des administrés. Doit au moins avoir deux langues sur les quatre langues nationales. Ça a été de vieux pieds. Oui, c'est depuis. Voilà. Donc vous pensez qu'on peut reprendre l'expérience de l'enseignement fondamental de langue nationale? Moi, je pense. Comment, d'ailleurs? C'est pas un enseignant ou un expert de le dire, c'est aux Mauritaniens de s'asseoir, je le répète, autour d'une table et d'en décider. Oui, mais on va encore revenir aux idéologies. Enseigner, comme je disais tantôt, il est aberrant d'enseigner les calculs à un enfant dans une langue autre que sa langue maternelle. Donc, parallèlement à ces enseignements en langue maternelle, il faut renforcer l'enseignement de la langue
d'enseignement, la langue d'ouverture. Oui, n'importe quelle langue internationale voilà, qui peut pourra être utilisée. Mon avis sur la question. À mon avis, le départ au niveau de l'éveil, depuis la maternelle jusqu'au la maternelle, ça n'existe pas. première année fondamentale. La maternelle, ça n'existe pas chez nous, donc il n'y a pas de maternelle publique. Les maternelles, ça révèle, selon les mêmes États, hein. Je parle au niveau État, je ne parle pas au niveau... Oui, malheureusement, ça. Il Ça, faut les créer d'abord, les maternelles. Tout ce qui est éveil, là, ça doit être dans la langue maternelle de l'enfant. C'est comme dans tous les pays du monde. Même les plus petits pays. Passer ce stade, on décide carrément de la langue qui va être là. Parce qu'un parent d'élève conscient, il ne va pas, par souci de nationalisme, mettre son enfant dans une langue qui demain n'est pas une langue d'administration, qui demain ne lui permettra pas de s'émanciper au niveau de l'administration. Ils sont quand même conscients. Donc, passer cette étape d'éveil, cette étape où on aura mis assis carrément les compétences minimales linguistiques, mathématiques et tout ça, ensuite on décide d'une langue... Voilà, donc on passe presque aujourd'hui, presque toutes nos écoles souffrent d'un déficit criant d'enseignants. Et bien sûr, pour combler ces déficits, souvent nos décideurs procèdent depuis quelques années au recrutement des contractuels. En fait, qui sont ces contractuels? Combien gagnent-ils? Sont-ils formés? Comment ils sont formés? Par qui ils sont formés? Ces contractuels sont, dans leur écrasante majorité, des jeunes universitaires sortant frais ou moulus d'université nationale et qui n'ont aucune préparation pédagogique à aller dans les classes, tenir des... Qui n'ont jamais enseigné, qui n'ont jamais été formés. Qui n'ont jamais été préparés à... Et des fois, on leur demande d'enseigner une matière qu'ils n'ont pas apprise non plus à l'université. Avec une maîtrise de géographie, ils peuvent enseigner les mathématiques. Les MCR ou les mathématiques. En fait, c'est du n'importe quoi. On les amène et ils sont mal payés. On leur donne 70 000 et on attend presque les 2 premiers trimestres pour leur donner ce petit... Parce qu'ils ne sont pas payés pendant les vacances. Ils ne sont ni payés pendant les vacances et ils sont payés très tardivement au cours de l'année scolaire. Ça veut dire pour les payer 6 mois au lieu de 9 mois. Quoi. Oui, 6 mois, ils attendent presque 6 mois avant de recevoir les petits salaires qu'ils ont. Et donc, sans formation, ils n'ont pas les indemnités payées, bien que insuffisantes, très, très faibles, mais eux, ils ne les ont pas et ils n'ont pas d'encadrement. Bon, on peut dire que voilà, ils n'ont pas été formés pour être enseignants. Voilà, on a besoin de ces contractuels à cause du déficit flagrant que nous avons en enseignants, mais il faut trouver un moyen de les former sur le tas. On ne peut pas, par exemple, amener les dispatcher de manière à ce qu'ils soient suivis par des collègues chevronnés et accompagnés expérimentés donc, et qui vont les aider à évoluer et à savoir comment enseigner. Mais on les affecte n'importe comment. On les envoie au casse-pipe. Oui, on les envoie n'importe comment, et ils ne sont pas payés. Mais le pire est que ce qu'ils sont en train de recruter maintenant, la fonction publique n'était pas au courant de ce qu'ils sont en train de faire, alors que c'est illégal. Avant, ils le faisaient et on comprenait parce que la fonction publique interdisait de contracter avec des fonctionnaires qui ont le BPC ou au-delà. Donc, le statut général de la fonction publique ne permettait pas de recruter des contractuels diplômés. Depuis 2015, je crois, c'est devenu possible. Mais je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas passés par la voie légale de la fonction publique et recruter des contractuels. Mais le ministère de l'Emploi a bien été le ministère de l'Emploi. Ils ne sont pas au courant. Ils sont pas au courant. C'est le ministère de l'Éducation, de l'enseignement secondaire. Donc est-ce que c'est la lutte contre le chômage ou c'est un peu pour combler
ce déficit d'enseignants? C'est pour combler un déficit d'enseignants, mais comment? Mais c'est la lutte contre le chômage, c'est juste pour faire travailler des gens sans... D'accord, on revient toujours à la même... mais on peut le faire légalement, en passant par la fonction publique, en faisant des concours et en allant former à l'UNES. Voilà, signer un contrat au niveau de la fonction publique et avoir des droits. Si maintenant on vous recrute, et puis le statut de la fonction publique stipule qu'un fonctionnaire ne peut être recruté que pour une tâche bien déterminée qu'il doit combler. Alors que, voilà, on va vous recruter et quand on aura besoin de vous, on va faire appel à vous. C'est illégal ça. Donc en fait, M. Khan, ces décideurs en fait, qui recrutent des contractuels qui sont mal payés, qui ne sont pas formés, qu'on envoie un petit peu sur le suicide un peu partout, ils sont incapables d'enseigner. Je ne les appelle même pas des contractuels. Ça, c'est des simples vacataires. Oui. Ils viennent sans conviction chercher le peu qu'on va leur offrir. Oui, mais le problème, c'est qu'ils sont incapables d'enseigner. C'est ça le vrai problème. Ils n'ont pas été formés. Vous savez, enseigner, 80%, tu refais ce que tu as vu faire par ton maître. Même si tu n'as jamais été dans une école de formation professionnelle, tu as au moins vu faire ton maître. Et alors, mais j'ai vu faire mon maître parce qu'il maîtrisait son sujet. Moi, je ne peux pas. Je ne peux pas enseigner l'IMCR si je suis sortant de maîtrise en géographie. Le peu que tu as vu faire ton maître, là, tu peux le répercuter. Le problème n'est pas là. Non, là c'est le plan pédagogique. Le problème n'est pas là. C'est qu'il vient sans conviction. Il vient pour une somme modique. Oui, il n'a pas choisi ses métiers. Il n'a pas choisi. S'il a 50 000 francs, 50 000 ougouya, il vient les chercher. Il ne vient pas pour enseigner. La vérité, l'enseignant a fui l'école, l'école a fui l'élève, l'élève a fui l'école, le parent d'élève a fui l'école. Et tant qu'on ne remet pas tout ça là, la fuite, quoi. On est dans un système de fuite. Et un enseignant, tout repose sur l'enseignant. Nous, quand on était instituteurs et stagiaires, on avait 40 000 francs CFA à l'époque. Et un grand mouton, c'était 1 000 francs. Avec 40 000, tu pouvais te payer 40 moutons. Mettons le mouton actuellement à 10 000 ougouya, 10 000 émerauds, ça te fait 400 000. Tu as le pouvoir de quelqu'un qui a actuellement au moins 400 000 par mois. Émerauds. Oui, justement, je vois très bien. Ouais. Et on ne va pas aller jusqu'à 400 000 émerauds, mais un enseignant qui n'a pas 200 000 ou 300 000 maintenant, avec manger, boire, s'habiller, se soigner une famille, il vient pour gagner le peu que donne l'État, mais il a l'esprit ailleurs. Et tant que cet aspect n'est pas réglé, le système n'est pas réglé, il faut mettre l'enseignant dans des conditions. Et un enseignant, c'est un adulte qu'on dit d'être un enfant, tu restes là avec des enfants toute la journée, il faut le mettre réellement dans des conditions. Et en contrepartie, on exige de lui un travail sérieux. Ça, tout ce que ça va demander comme prix, l'État n'a qu'à y réfléchir et à améliorer substantiellement les salaires des enseignants. Et en contrepartie, et former aussi. Dans beaucoup de pays, on forme des enseignants et on les libère. Donc aujourd'hui, en fait, rapidement, parce qu'il me reste juste 2-3 minutes, pour combler ces déficits aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment recruter des contractuels? Est-ce qu'on n'a pas le choix? Oui, on peut bien recruter des contractuels de la fonction publique par la voie légale et leur donner... Ils sont plus contractuels dans ce sens, ça veut dire qu'ils ont... C'est ça le contractuel. Les autres sont des PNP. C'est des personnels non permanents. Ou des vacataires, comme il dit. Maintenant, un contractuel, c'est un contractuel qui a un contrat avec la fonction. Il est différent d'un fonctionnaire. Justement, il a une tâche à accomplir. C'est différent. Il n'est pas fonctionnaire. Mais c'est un contractuel. Il a un statut. Un peu comme dans tous les autres domaines. Voilà, il a un statut, il est protégé par des textes. Il a un contrat. Il a ce que les autres... Et il doit faire un minimum de stages. Même un stage de 3 mois. Mais stage où? Stage où? Dans quelle école? Qui va l'enseigner? Qui va le former? À l'ENI. Il y a plein d'inspecteurs qui sont là. Ils sont sur leur mission. Ils n'ont qu'à les prendre dans les draines. Oui,
À l'INI, Dans les trains, aujourd'hui, beaucoup d'enseignants ont été formés 45 jours, 30 jours. Oui, 5 jours, des fois 5 jours même. Il n'y a pas une Moukada en Mauritanie où il n'y a pas un inspecteur. Il est bien placé pour les prendre en charge. Avec une formation continue, de proximité, on peut absolument former ces enseignants de manière à ce qu'ils puissent s'acquitter correctement de leur travail et aussi en les mettant dans de bonnes conditions. Tous les enseignants aujourd'hui, comme il vient de dire, mal payés, mal... Oui, il faut vers le privé, c'est bien, il doit bien avoir une raison. Oui, la plupart ont l'esprit ailleurs, n'ont pas la possibilité d'enseigner. Malheureusement, les promesses qu'on entend maintenant, jusqu'à présent, tout ce qui a été, toute la campagne de sensibilisation et de médiatisation qui a accompagné l'ouverture a ignoré la situation de l'enseignant. Aujourd'hui, rien sur les améliorations, rien sur l'amélioration de la fonction de l'enseignant, rien d'officiel. Si tu es un bon enseignant, tu n'as même pas besoin de livres. Oui. Donc l'enseignant est la pierre angulaire du système. Il faut qu'il soit mis dans de bonnes conditions, qu'il soit suivi par une formation continue et qu'il ait une formation initiale suffisante. Minimale. Oui. Minimale. Donc vous pensez qu'on n'a plus besoin de reformer, que de continuer dans la réforme de 99 ou... Non, on a toujours besoin de réformer. Si on arrête de réformer... faire la réforme 2019 hein? À quand la prochaine réforme? Ça, il faut le demander aux décideurs. Vous pensez qu'on en a besoin? On a toujours besoin de réformer. Parce que dès qu'on s'arrête de réformer, l'éducation s'arrête. Or, l'éducation est une perpétuelle remise en cause. Mais notre école est malade, nous sommes tous d'accord. Il faut un remède. Même si elle était en bonne santé, on a besoin de réformer. À forte raison, que tout le monde est unanime que ça ne va pas. Vous pensez que... Il y a un besoin urgent de réformer, vu tous les griefs que nous venons d'évoquer sur la langue, la réforme de 1999. Et j'ai l'impression que les autorités, aussi les nouvelles autorités, en sont conscientes par la création d'un ministère de l'enseignement fondamental et de la réforme de l'éducation, de la réforme. J'espère qu'ils vont s'y mettre le plus tôt possible et c'est urgent. Donc la situation précaire des enseignants est un problème. Des retards matériels de financement insuffisants, tous ces problèmes, il faut les régler. Absolument, il faut d'abord régler la situation des enseignants. Est-ce que la corruption, en fait, pour le passage en classe supérieure existe vraiment en Mauritanie? Non. Pas vraiment. On n'a pas besoin. Non. On n'a pas besoin. On est dans une pédagogique de réussite. Un enseignant, il s'arrange toujours, même conscient que ses enfants n'ont pas de niveau, il s'arrange toujours à le faire passer. Il y a une complicité générale où on va à volo, tout passe. Ben écoutez, ça sera le mot de la fin. Donc, chers téléspectateurs, je vous remercie d'avoir suivi cette émission et je remercie en votre nom M. Sidi Oulboudida, qui, je rappelle, secrétaire général du syndicat national des enseignants secondaires. Merci. Et un grand merci à M. Khan Hamadi, un ancien inspecteur de l'UGF. Je vous remercie et je vous remercie encore, chers téléspectateurs, toute l'équipe technique qui vous a permis de suivre confortablement cette émission chez vous. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même chaîne, même heure. Au revoir. Au revoir.